Keng sur e-radio, c'est l'heure du journal. Au sommaire de cette édition, les 4 pêcheurs guet-ndariens retrouvés morts au Cap-Vert ont été inhumés tout à l'heure à Saint-Louis. Leurs dépouilles sont arrivées cette nuit au Sénégal et le porte-parole de leur famille demande le départ du ministre de la Pêche, Oumar Gueye, qui n'a fait aucun effort dans les recherches des corps en pleine mer d'après lui. Drame des 6 pêcheurs mbourois qui ont péri en mer. Leur pirogue a été finalement retrouvée à Mbour et non à Differ. En politique, l'opposition s'organise pour faire face au pouvoir. Après l'invalidation de nombreuses candidatures de certains leaders issus de ses rangs, le C25 prévoit une série de manifestations. Ce vendredi, c'est Saint-Louis qui va donner le ton. Et après la sortie des ténors de l'opposition dans un communiqué appelant à la résistance, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar exprime son état de choc. Pour Aymérou Gning, le C25 se trompe d'époque. Avec cette situation préélectorale très tendue, la société civile envisage de rencontrer les acteurs du pouvoir et de l'opposition. Actualité internationale, l'Italie réclame des sanctions contre la France. D'après Rome, Paris appauvrit les pays africains. En sport, l'équipe de karaté du Sénégal ne prendra pas part à l'Open de Paris. C'est selon son capitaine. La raison est la non-réception des billets d'avion à 4 jours de la compétition. À suivre 2-19 en fin d'édition avec Migui Maram Ndiaye. Bienvenue à toutes et à tous. Le journal avec Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les 4 pêcheurs saint-louisiens dont les corps ont été retrouvés au Cap-Vert et rapatriés cette nuit viennent d'être inhumés à Guet-Ndar et le porte-parole des familles qui s'est adressé à la presse il y a quelques instants a réclamé le départ du ministre de la Pêche car selon lui, Oumar Gueye n'a rien fait dans les recherches des corps en pleine mer. Il lui reproche également de ne rien faire pour le développement de la pêche. Écoutons Sidat Ndiaye au micro de Momar Alisnian. Toute la famille a été très triste au moment où on les avait dit que vos enfants ne seront pas enterrés à Saint-Louis. Mais avec la complicité de notre maire, on est obligé de partir à Paraya avec une délégation composée du responsable de la pirogue et quelques membres des familles. Les enfants, Bounama, Ibafal, Manker et Magadji. On a fait une proposition de les enterrer tous les 4 ensemble. Mais nous lançons un appel au gouvernement sénégalais. L'ensemble des pêcheurs du littoral de Saint-Louis jusqu'à Kafountine, sur les 750 km du littoral, nous n'avons pas de ministre. On a un ministre foncier. On n'a pas un ministre de la pêche. En l'occurrence de Oumar Gueye. Vraiment, toute la population pêcheur demande sa tête. Il faut qu'on le limoge de ce gouvernement. Si Macky Sall veut promouvoir d'autres choses, le gouvernement n'a pas fait de recherche avec des bateaux. Je te dis que le Sénégal fait partie de la commission sous-régionale de pêche qui regroupe 7 pays. Mais le matériel se trouve en Guinée-Bissau, l'avion et le bateau étaient là-bas. Mais il paraît que le Sénégal, il y a 9 mois, il n'a pas cotisé. C'est pourquoi il a eu ce problème-là. La pirogue qui transportait des pêcheurs mbourois, dont 6 d'entre eux sont morts, a été retrouvée donc à Mbour. Et selon le président du collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal, la pirogue n'a pas chaviré à Differ, mais bien à Mbour. Badara Ndoye précise tout cela au micro d'Aliou Kane. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Ce sera peut-être avant la fin de cette édition, 12h04. Vous suivez le journal sur e-radio. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Le C25 affiche toute sa détermination après que le Conseil constitutionnel a invalidé 22 candidatures, dont celle de Khalifa Sall et de Karim Wade. Un plan de riposte a été annoncé hier lors d'une rencontre des leaders de l'opposition. À Saint-Louis, justement, l'opposition se radicalise. Elle compte manifester vendredi prochain dans les rues de la vieille ville avec ou sans autorisation. Le C25 parle de forfaiture avec l'invalidation de nombreuses candidatures de leaders de l'opposition. Il exige par ailleurs la libération de ces militants arrêtés. Saint-Louis, Momar Alisnian.
Les leaders de l'opposition réunis au sein de la section locale du C25 décident de marcher ce vendredi à travers les artères de la vieille ville pour dénoncer ce qu'ils appellent une forfaiture qui a consisté à bloquer les candidatures de plusieurs membres de l'opposition sénégalaise, candidats à la présidentielle du 24 février prochain. Le docteur Abdoulaye Ndoye du parti Réumi porte leur parole. Au niveau national, il est prévu une journée d'action. Et nous, par anticipation, nous avons décidé justement de faire de ce vendredi, en tout cas nous, notre journée nationale. Et nous invitons l'ensemble de ces leaders nationaux à venir justement participer à cette marche. Interpellé sur l'autorisation ou non de cette marche du vendredi, il se veut formel. Nous avons déposé notre déclaration de marche ce matin et nous sommes dans les délais requis par les lois de la République. Donc nous n'attendons pas d'autorisation parce que l'autorisation est déjà acquise par la Constitution. Nous ne voyons donc absolument rien qui puisse empêcher cette marche de se faire. Nous attendons tout simplement la notification par l'autorité qui doit veiller à un certain nombre de conditions et Inch'Allah ces conditions-là seront réunies. Ces leaders de l'opposition de la section locale du C25 ont également rejeté la candidature de Macky Sall avant d'exiger la libération de tous les leaders et militants de l'opposition arrêtés ces derniers jours dans le pays. Saint-Louis, Montmarais-Lignon, iRadio. À Thiès, la plateforme d'action citoyenne pour la transparence des élections mise en place par l'opposition a demandé ce matin à l'État du Sénégal de garantir la sécurité des citoyens avant, pendant et après l'élection présidentielle de février 2019. D'après la Pacte, Macky Sall a déjà posé les jalons d'une élection contestée. Correspondance Isidore Alexandre Sen. La permanence du parti Réumi a servi de cadre à l'opposition pour mettre en garde le président Macky Sall. Saliou Ndiaye, coordinateur régional de la Pacte, plateforme d'action citoyenne pour la transparence des élections. La plateforme d'action citoyenne compte sur l'harmonisation des actions, la mutualisation des efforts des parties prenantes, la collaboration avec les autres dispositifs de la société civile et de la presse libre. Eu égard des défis démocratiques qui attendent le Sénégal au constat des dysfonctionnements du processus électoral et de sa mission. Et la plateforme demande à l'État du Sénégal à garantir la sécurité des citoyens avant, pendant et après les élections, à respecter les principes démocratiques construits par la sueur et le sang de nos concitoyens, à respecter les droits de vote des Sénégalais en mettant à leur disposition leur carte d'électeur. Macky Sall a déjà posé les jalons d'un lendemain électoral contesté. Ses adversaires ne doivent pas dormir sur leur laurier, explique Saliou Ndiaye. Macky Sall se prépare au deuxième tour parce qu'il est en train de nouer des alliances, il est en train de donner de l'argent et offrir des responsabilités pour capter des gens de l'opposition. Mais nous estimons, jusqu'à la preuve du contraire, que l'opposition réunie avec toutes ses voix peut bien le battre. Le compte à rebours commence ainsi. La bataille juridique semble être abandonnée. Il faut des actes politiques d'après la Pacte. À Thiès et l'ensemble du département, nous allons former des jeunes, tous les représentants des parties prenantes, à avoir les compétences requises à une bonne organisation des élections, à une bonne sécurisation des lieux de vote. La plateforme d'action citoyenne pour la transparence des élections regroupe l'essentiel des formations politiques adversaires de la mouvance présidentielle. Elle se fixe comme mission de veiller au respect des principes démocratiques et à l'organisation d'une élection libre et transparente. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar ne cache pas son état de choc avec l'appel à la résistance lancé par le C25 pour Aymérou Gningue. L'opposition se trompe d'époque. Le temps des discours incendiaires est révolu parce que la société sénégalaise est une société de paix, a déclaré Aymérou Gningue, que nous écoutons. C'est un appel de conglomérat irrationnel d'acteurs politiques qui, sentant l'odeur inexorable de la défaite par les urnes, n'ont d'autre alternative qu'un appel à l'insurrection. C'est vraiment un communiqué qui me choque et qui rappelle les années de 68, parce que ça a plutôt l'allure d'un tract. Et je crois que les gens se trompent d'époque et ignorent les ressorts sur lesquels repose la société sénégalaise dans ses différentes composantes. Parce que la société sénégalaise est une société de paix, de tolérance, mais aussi une société de mémoire. Je crois que le temps est révolu de tenir en haleine des foules par des discours incendiaires pour les entraîner dans des aventures de déstabilisation qui ne profitent qu'à ces encagoulés
en matière de représentativité dans le Sénégal réel. Voilà ce que je pense réellement de ce tract parce que j'ai l'impression qu'on est dans une autre époque. Le moins que l'on puisse dire est qu'il y a une tension politique à quelques jours du scrutin du 24 février, raison pour laquelle la société civile ne compte pas rester les bras croisés. Elle a prévu de rencontrer les acteurs du pouvoir et de l'opposition pour les appeler au calme et à la sérénité. El Haj Malik Sissé. La confrontation entre l'opposition et le pouvoir est inévitable. Les leaders du C25 et du Front de résistance nationale l'ont fait savoir hier en conférence de presse. Et la société civile dans tout ça, ses membres se posent déjà en sentinelle. Le professeur Babacar Gueye révèle qu'une médiation est en cours. Nous allons nous rencontrer d'abord entre nous pour apprécier. Nous comptons faire ce que nous faisons depuis plusieurs mois déjà, essayer de continuer cette médiation que nous étions en train de faire pour arriver à ce que cette élection puisse se dérouler sans violence et que le vainqueur puisse être félicité par le vaincu et que le lendemain tout le monde puisse aller au travail. Notre objectif, c'est de faire la médiation autant que cela sera possible. Babacar Gueye sonne ainsi le tocsin. Il comprend la frustration de l'opposition et reconnaît par ailleurs que la loi sur le parrainage a fait d'énormes dégâts. La loi sur le parrainage a fait vraiment des dégâts parce qu'un certain nombre de leaders de l'opposition, que moi je considère comme représentatifs qui étaient candidats, n'ont pas été retenus. On peut peut-être comprendre cette frustration, mais pas aller jusqu'à demander, proclamer des actions de violence pour obtenir gain de cause. L'opposition ne compte pas du tout reculer. Face à ce qu'elle qualifie de coup d'État électoral, les membres du C25 et du Front de résistance nationale ont choisi la voie de la confrontation. Et puis le secrétaire général du SYNPICS attire l'attention des journalistes sur le partage d'informations en ligne en cette période de pré-campagne électorale. Ibrahima Khaliloula Ndiaye invite les confrères à faire preuve de responsabilité et éviter les manipulations en revenant aux fondamentaux du métier. Ces propos sont recueillis par Ousmane Gueye. Nous sommes dans un contexte très tendu puisque nous allons vers une élection présidentielle qui n'est pas quand même sans danger eu égard aux germes de conflit que nous pouvons noter aujourd'hui avec hier même en quelque sorte la radicalisation de l'opposition qui demande à ses militants de se battre, d'aller sur le terrain avec la décision du Conseil constitutionnel d'invalider certaines candidatures qui n'ont pas été retenues puisque nous avions 25 candidatures à la candidature, 27 au finish, nous nous retrouvons avec 5 candidats. Je pense aussi que nous devons tout faire pour que la raison puisse prévaloir. Étant entendu qu'en 2011-2012, il y avait un débat sur un troisième mandat éventuel de Wade. Le risque également, dans ce contexte, c'est qu'il y ait une certaine désinformation. Pour nous autres professionnels des médias, le traitement de l'information ou l'attitude des journalistes puisse être enclin à s'incliner en faveur ou en défaveur de l'un quelconque des candidats. J'ai choisi, en parlant de ce thème, lorsque Ndiaga nous y a conviés, c'est de mettre l'accent quand même sur la liberté de partager pour les professionnels des médias. Puisque nous savons tous qu'avec l'Internet, surtout avec les réseaux sociaux comme Facebook, il est devenu très facile de partager des informations. Il faut s'en réjouir, mais cela ne va pas sans danger quelconque. Étant entendu que le journaliste ou bien le professionnel des médias, lui, il n'a que sa crédibilité à sauvegarder. Donc, il ne pourrait pas partager n'importe quelle information. Surtout que si en amont, il n'a pas les moyens de pouvoir vérifier cette information. Et nous savons tous que la règle de base d'un journaliste, c'est de vérifier et toujours recouper une information. Le secrétaire général du SYNPICS prend part à l'instant à l'atelier organisé par l'association des usagers des TIC, atelier qui porte sur la citoyenneté numérique en perspective de la présidentielle du 24 février. 12h13, vous suivez le journal sur e-Radio. e-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Je vous le disais tout à l'heure, la pirogue qui transportait des pêcheurs mbourois, dont 6 d'entre eux sont morts, a été retrouvée à Mbour. Et selon le président du collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal, la pirogue n'a pas chaviré à Diffère, mais bien à Mbour. Écoutons Badarandoy préciser tout cela au micro d'Aloukan.
On a eu l'information que la pirogue qui a chaviré a été retrouvée. D'ailleurs, une équipe de pêcheurs munis de GPS a programmé d'aller en mer pour la remorquer. Il y a du matériel dans la pirogue, mais ce qui est sûr, c'est s'ils étaient bien attachés, on pourra sûrement les retrouver. Mais sans cela, on les perd. Celui qui m'a informé est de Gadaga. Il s'appelle Modbar Ndoye. C'est le fils de Ablaye Ndoye qui est mon jeune frère. C'est l'un des responsables des pêcheurs là-bas. Je l'ai appelé moi-même pour qu'il me donne toutes ces informations. D'ailleurs, il m'a informé sur l'identité des deux pêcheurs qui ont survécu. La pirogue a chaviré à 52 km des côtes mbouroises. Donc on ne peut pas connaître exactement le lieu du chavirement. D'ailleurs, entre Differ et Mbour, c'est plus de 52 km. Il faut être un bon pêcheur pour le comprendre et pour maîtriser la notion de distance en mer. La pirogue peut atteindre Palmarin ou Diakhanor, mais il est impossible qu'elle atteigne Differ. J'ai tenu cette information des propriétaires de la pirogue. On a été hier ensemble au service de surveillance des pêches. Ils m'ont informé de beaucoup de choses. Tout autre chose, le taux d'exécution du budget du Sénégal pour l'exercice 2018 est à 94%, un taux satisfaisant d'après le directeur du budget. Cette performance a été atteinte grâce à l'efficacité du PSE, mais aussi grâce aux réformes effectuées. Moustapha Ba au micro de Moukal Soumba. L'année 2018 a été marquée par un taux d'exécution du budget de l'ordre de 94%. Donc c'est un taux très satisfaisant parce que depuis la mise en œuvre du plan Sénégal en 2014, donc on est sur un train de taux d'exécution budgétaire supérieur à 90%. Et la structure un peu d'exécution du budget en 2018 donc démontre à suffisance que ça a été une année sociale. Une année sociale, ça se voit même au niveau des rubriques budgétaires d'exécution. Parce que par exemple, au niveau de la masse salariale, compte tenu de l'impact financier de toutes les mesures qui ont été prises par le chef président de la République, son Excellence Macky Sall. Donc on a eu à dépenser en masse salariale 78 milliards de plus que l'année 2017. Donc ça le montre. Au niveau des dépenses de transfert courant, c'est-à-dire les dépenses qui sont liées un peu aux universités, aux bourses. Et puis le centre agricole de Guérina, dans le département de Bignona, sera bientôt réhabilité pour un coût global d'1 milliard de francs CFA. En plus de ce centre, il est prévu la création d'un institut supérieur d'enseignement professionnel à Niamone. Et d'après le maire de la localité, le centre de Guérina et l'ISEP de Niamone vont contribuer au développement de l'agriculture en Casamance. Mariama Adamaba. Construit à la fin des années 1960, le Centre national de formation des maîtres d'enseignement technique et professionnel de Guérina à Bignona avait pour vocation d'assurer la formation des formateurs dans les différents secteurs de l'agriculture. Sa dernière réfection date de 1975. Aujourd'hui, il va être réhabilité pour jouer pleinement son rôle. Léopold Yankobakoli est le maire de Niamone, localité qui abrite le centre. Aujourd'hui, avec l'ANPEJ, le programme a été relancé et aujourd'hui, il est financé à hauteur de plus de 1 milliard pour la reconstruction du centre. Et vraiment, les travaux ont démarré et les fonds sont disponibles. C'est vraiment lancé et je pense que d'ici à la fin de l'année, le centre va reprendre ses activités. Certes que ça sera mieux orienté. Et ce qui est important, c'est qu'à côté, vous avez l'ISEP. L'ISEP pour 50 hectares, le centre 100 hectares. Donc, du point de vue agriculture, sans compter le lycée agricole. Donc, 3 éléments importants. Il va falloir mettre une synergie pour faire fonctionner ce centre. Comme ça, tous les niveaux pourront être utilisés en termes de formation. Pour booster davantage l'agriculture dans cette partie du pays, la commune de Niamone a également attribué 50 hectares pour la construction de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Bignona. Un institut qui va
coûté 4 milliards de francs CFA. Donc nous avons bénéficié de l'ISEP de Bignona qui va être construit dans la commune de Niamone. Et là aussi, les fonds sont disponibles. C'est financé par la coopération française. Donc c'est en hauteur de 4 milliards. Nous sommes en train de faire les plans. Et à ce niveau, vraiment, c'est une bonne réalisation. Maintenant, pour ceux qui n'auront peut-être pas le bac, il y a encore le centre de Guirina pour former nos jeunes, former toutes les générations pour vraiment booster l'agriculture et la foresterie, le développement agroforestier, parce qu'ils sont aussi spécialisés pour ça. À travers ces délibérations, le conseil municipal de Niamone compte participer au développement de l'agriculture au Sénégal à travers la formation des jeunes qui sont l'avenir du pays. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Alfakan. Bonjour Antoine Diouf. Crise migratoire, l'Italie accuse la France d'appauvrir l'Afrique et réclame des sanctions de l'UE contre Paris. Et oui, c'est un nouveau coup de froid dans les relations entre l'Italie et la France. En accusant dimanche la France d'aggraver la crise migratoire en Europe, le vice-président du Conseil italien, Luigi Di Maio, a remis à chaud un sujet de tension entre Rome et Paris, provoquant au passage un incident diplomatique. Hier, Teresa Castaldo, ambassadrice d'Italie en France, convoquée dans les bureaux du ministère français des Affaires étrangères, elle devait répondre des propos inacceptables et sans objet tenus par des autorités italiennes dimanche dernier. L'homme à l'origine de ce ballet diplomatique, c'est donc Luigi Di Maio, vice-président du Conseil italien et chef politique du mouvement 5 étoiles, M5S, donc anti-système. Ce mouvement gouverne avec la Ligue, l'extrême droite, gouverne donc l'Italie. Dimanche, l'homme politique s'est exprimé sans embâche sur la politique de la France en Afrique, à l'origine, selon lui, de l'aggravation de la crise migratoire en Europe. Selon Luigi Di Maio, si aujourd'hui il y a des gens qui partent, c'est parce que certains pays européens, la France en tête, n'ont jamais cessé de coloniser des dizaines de pays africains. Je pense que tout cela est vrai, c'est lui qui parle. La France est un de ces pays qui, parce qu'il imprime la monnaie de 14 pays africains, donc référence au franc CFA, empêche le développement et contribue au départ des réfugiés. Si l'Europe veut en ce moment avoir un peu de courage, elle doit avoir la force d'affronter le thème de la décolonisation de l'Afrique. Ainsi s'est exprimé Luigi Di Maio. République démocratique du Congo, mobilisation avortée pour Martin Fayulu. Oui, alors que Félix Tshisekedi s'apprête à prendre les commandes de la République démocratique du Congo, Martin Fayulu ne décolère toujours pas. Celui qui se considère comme le seul président légitime de la RDC devait s'adresser à ses partisans hier, mais son meeting fortement encadré par la police anti-émeute n'a pu rassembler qu'une cinquantaine de personnes selon l'AFP. Eve Bazaiba, secrétaire générale du MLC, a quant à elle une autre version de ce rassemblement manqué. Selon elle, le président Martin Fayulu devait s'adresser à la base, mais on a trouvé les lieux assiégés par la police armée jusqu'aux dents. Ils ont cassé le podium, ils ont pris les baffles et ils ont procédé à l'arrestation de 4 militants, a-t-elle confié. Des heurts ont par ailleurs éclaté entre les militants de la coalition Lamouka et ceux de l'UDPS. À l'image de leur leader, les pro-Fayulu restent amers après la validation de la victoire de Félix Tshisekedi, qu'ils considèrent toujours comme un hold-up électoral. En Côte d'Ivoire, les concertations sur la réforme de la commission électorale indépendante ont démarré hier. Oui, la réforme de la commission électorale indépendante ivoirienne est sur les rails avec le début des premières discussions à Abidjan. C'est une demande qui cristallise une partie des tensions entre le pouvoir et l'opposition, avec en ligne de mire la présidentielle de 2020. Menée sous la conduite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les concertations portent sur la réforme de la commission électorale indépendante, actuellement présidée par Youssouf Bakayoko. Elle se déroule avec les représentants des 17 partis politiques, dont ceux du Rassemblement des Républicains, le RDR, le parti au pouvoir, et 2 des principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, et le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, le FPI. Écoutons Pascal Afinguessan, président du Front populaire ivoirien, au micro de DNews TV. Nous saluons qu'en définitive, le chef de l'État ait accepté donc de convoquer cette rencontre afin d'aborder cette question essentielle pour la paix et la stabilité dans notre pays. Les enjeux de ces négociations, vous les avez situés, Monsieur le Premier ministre, c'est la paix et la stabilité de notre pays, c'est la légitimité des institutions qui vont en résulter, et c'est pourquoi nous avons de fortes attentes. Nous notons avec plaisir que, à travers votre message, vous avez abordé largement certaines de nos préoccupations et vous nous avez même devancé. Notre ambition serait que donc cette rencontre prenne en compte
toutes les parties prenantes, que les discussions qui vont s'ouvrir au cours de la deuxième phase que vous avez annoncée soient des discussions inclusives qui impliquent tous les acteurs, de manière à ce que les décisions qui vont en résulter soient des décisions consensuelles comme vous l'avez annoncé. Nous pensons et nous espérons que toutes les questions liées aux élections seront abordées, depuis le recensement des électeurs jusqu'à la proclamation définitive des résultats des différentes élections, en nous penchant particulièrement sur la situation de toutes les institutions impliquées dans ce processus, depuis la CEI, le code électoral. Ceci dit, les élections auront lieu, donc tout n'est pas bouclé, tout n'est pas calé. Alors, tout en estimant que la structure actuelle de la commission électorale indépendante représente totalement la scène politique ivoirienne, le Premier ministre a assuré vouloir travailler à un rapprochement des positions des uns et des autres partis politiques et sociétés civiles. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien, a également précisé que dans les 2 semaines à venir, tous les acteurs feront des propositions et des décisions seront alors prises. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de iRadio. Le journal des sports avec Mohamed Kandji, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, le karaté d'abord, est-ce que le Sénégal va prendre part à l'Open de Paris? Eh bien, le capitaine des Lions du karaté répond par la négation pour Abdourahmane Moundor Sen. Il n'y a aucun doute, ses coéquipiers vont rater l'Open de Paris. Les athlètes sénégalais n'ont toujours pas de billets d'avion pour assister à cette compétition indispensable pour glaner des points pour participer aux Jeux Olympiques. Plus de détails avec Sekou Seydi. La question est de savoir si les athlètes qui résident au Sénégal vont prendre part à l'Open de Paris qui démarre ce vendredi. La réponse, elle ne viendra pas du capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de karaté. D'après Abdourahmane Moundor Sen, rien n'est encore sûr. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas de confirmation formelle de la part du ministère par rapport à notre participation à cette Open de Paris-là. C'est une situation très dommage parce que quand on est à 2 jours ou 3 jours d'une compétition et qu'on n'est pas sûr de participer à cette compétition-là, ça peut vraiment dégrader le mental. Trouvé en pleine préparation dans le dojo de l'université Cheikh Anta Diop, Abdourahmane Moundor Sen fustige le manque de considération dont le karaté est victime. Près de 10 ans que nous courons derrière des primes que nous doivent le ministère des Sports. Je pense qu'aujourd'hui, une situation pareille serait impensable pour, par exemple, le football ou le basket. Mais aujourd'hui, quand c'est des karatékas qui vont défendre les couleurs du Sénégal, quand c'est des karatékas qui reviennent avec un titre de champion d'Afrique, on nous laisse en rade. 5 fois champion d'Afrique, Abdourahmane Moundor Sen rêve des Jeux Olympiques de Tokyo prévus en 2020. Pour y être, il doit impérativement participer à des compétitions comme le Pont de Paris. L'objectif majeur pour nous, c'est la qualification aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Tous les athlètes sont dans le top 20 et ça veut dire que tous les athlètes sénégalais ont vraiment des chances pour se qualifier à ces Jeux Olympiques-là. Et il faudra que ça ne se limite pas seulement à la parole, il faut joindre l'acte à la parole et il faut que les autorités appuient ces athlètes-là. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et certains de ses coéquipiers risquent de rater cette compétition si rien n'est fait. Pour ce qui est des Jeux de Tokyo 2020, Moundor et compagnie ont lancé depuis le 15 janvier dernier une campagne pour solliciter le soutien des bonnes volontés. Football, après la défaite du Jaraaf de la Médina face à la RS Berkane du Maroc, j'allais dire même élimination, Amara Traoré fait le bilan de la participation des clubs sénégalais aux compétitions africaines. Le président de la Linguère de Saint-Louis revient sur les chiffres des clubs sénégalais qui ont toujours d'énormes difficultés à s'imposer devant les clubs africains. Où se situe donc le problème? La réponse avec Amara Traoré, il est au téléphone de Malik Diaw. Aujourd'hui, c'est un problème récurrent qui se répète tout le temps. Et maintenant, je pense qu'on ne peut plus éviter le débat. Parce que quand même, quand on fait le sport de compétition, c'est pour essayer de progresser et puis de gagner des titres. Le titre au Sénégal, c'est pas un problème. Parce que à chaque fois qu'on va organiser entre nous, il y a toujours un champion, il y a toujours un vice-champion, il y a des relégués. Ça, c'est... Maintenant, qu'est-ce qu'on veut au-delà? Au-delà, ça veut dire que l'intercontinental et voire mondial. C'est quand on a un club, après c'est la Coupe d'Afrique, les meilleurs vont à la Coupe du Monde des clubs. Mais sur cet aspect-là, vraiment, on est moins bien, on n'est pas bien du tout. Quand on voit tous ces clubs-là qui sont souvent
dans cette Ligue des Champions, c'est des gens qui sont capables d'aller prendre des internationaux maliens, guinéens, sénégalais, burkinabés, égyptiens. Moi, j'étais au Orea, j'étais entraîneur du Orea, où j'ai fait la Ligue des Champions. Après 20 ans de disette, j'ai fait partie des gens qui ont un peu fait bouger le Orea sur le plan continental, mais par match, le match c'est plus de 150 millions par tour. Et nous, nos clubs, ils vont en Ligue des Champions avec 150 millions, 200 millions de budget annuel. Et donc voilà, c'est un gros déficit. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on essaie d'inverser la pyramide. Le football en Europe avec les attaques les plus prolifiques. Manchester City, PSG et Barcelone se partagent le podium. Oui, Antoine, en battant samedi dernier Guingamp 9-0, le Paris Saint-Germain totalise 90 buts en toute compétition confondue depuis le début de la saison. Seule l'équipe de Pep Guardiola a fait mieux en Europe dans les 5 principaux championnats européens. Manchester City est la seule équipe à dépasser la barre des 100 buts. Le Barça occupe la 3e place du podium avec 78 buts en toute compétition confondue. Pour rappel, Manchester City détient en première ligue le record de buts inscrits sur une saison, 106 buts l'an dernier, Antoine. Lutte avec frappe, l'ultime face-à-face, Balla Gaye 2 Modulo, c'est ce soir. 10 jours après leur combat de lutte avec frappe, Balla Gaye 2 et Modulo vont se retrouver aujourd'hui dans les locaux de la TFM pour l'ultime face-to-face. Un duel verbal qui ne sera certes pas rude, mais promet certainement des révélations, Antoine. Et c'est ce qui met fin à cette page des sports. Merci, Mohamed Kanji. L'info en continu sur www.imedia.sn. La violence conjugale, physique ou morale est très présente dans les ménages. Le sujet est certes tabou pour beaucoup de femmes qui vivent cette situation. Malgré tout, certaines ont accepté de se confier à notre correspondant dans la banlieue dakaroise. Reportage à Pikine, Mamadou Lamine Fati. Elles ont longtemps vécu dans cette situation de violence. Une violence conjugale. Âgée de 28 ans, Ndeye Mariem, mariée, 2 enfants, explique. Parfois, il m'insulte gravement ou essaie de me battre, juste pour des futilités. Une fois, il m'a fait sortir de la chambre jusqu'à 3 heures du matin. De teint clair, la trentaine, une silhouette de mannequin, Fatima a subi les mêmes violences, mais cette fois-ci causée par la jalousie excessive de son mari. Très agressif, il était très jaloux. Il m'a une fois giflé. Elle a subi presque tous les jours les brimades de son mari. Et pourtant, Ndeye Marie ne pense pas dénoncer son homme à cause des tabous socioculturels. Cette nuit-là, j'avais décidé d'aller dénoncer à la police. Mais finalement, j'ai tout abandonné. Selon la coordonnatrice de la boutique de droit de Pikine, 5 femmes sur 6 subissent chaque jour des violences conjugales. Et seule la dénonciation permet de mettre un terme à ce fléau. Habituellement, que la principale forme de violence dont sont victimes ces femmes-là, ce sont les violences économiques. Après viennent les violences physiques, psychologiques et ensuite sexuelles. Pour lutter efficacement contre ces violences, il faut que l'impunité cesse. Au Sénégal, une loi existe depuis 1999 fixant les sanctions contre les cas de violence conjugale. Et pourtant, en dépit de toutes ces mesures de répression, la violence conjugale reste toujours d'actualité dans notre société. Et seule mesure d'éradication, la dénonciation. Mamadou Lamine Fati, Pikine, iRadio. C'était l'autre info dans ce Midi King. L'équipe de football féminine du Nigeria règne sans partage sur la scène africaine. Le dernier titre a été acquis de haute lutte en décembre, mais c'était sans compter sur les rumeurs qui ont émergé quelques jours après sur une supposée masculinité de certaines joueuses. Rien de fondé à l'origine, mais un canular que de nombreux sites ont pris pour une bonne information. C'est l'objet de la chronique fact-checking signée Moussangom.
Le 1er décembre 2018, les joueuses de football nigérianes remportaient le 3e Coupe d'Afrique d'affilée. Une victoire au tir au but contre l'Afrique du Sud leur permet de décrocher leur 11e titre continental. Mais le 11 décembre naît une rumeur selon laquelle la CAF prévoit de suspendre l'équipe féminine du Nigeria parce que plusieurs garçons se feraient passer pour des filles. L'infox n'a cessé de se propager depuis lors, aidé par le relais de sites d'information. À la base, une prise de vue d'un caméraman qui, selon l'article, laisserait présager l'entrejambe d'un garçon au sein de cette équipe nationale nigériane. Or, les maillots arborés sur cette image ne sont pas de la même marque que celle de l'équipe nigériane en 2018. L'image date en fait de l'année 2010. C'est le site d'où est partie toute l'histoire et spécialisé en canular. Il s'agit d'Africa24.info, à ne pas confondre avec le média Africa24tv.com avec lequel beaucoup d'organes de presse sénégalais semblent l'avoir confondu. Et pour finir, aucune suspension de la CAF n'a été agitée depuis lors. Pour toute autre information ou déclaration à vérifier, envoyez-nous un message à l'adresse rédaction.radio@imedia.sn. GD16 vous offre la revue de presse. Presse du jour, Ousmane Gueye. Les candidatures de Khalifa Abubakar Sall et Karim Meïssa Wade recalées, l'opposition promet qu'elle va empêcher la campagne électorale de Macky Sall. Mamoudou Diop Decroix et ses camarades sont formels que tous les Sénégalais considèrent l'actuel chef de l'État comme éliminé de la présidentielle. Dans les Échos, le collectif des 25 candidats dénonce une fois de plus un plan de réélection frauduleuse de l'homme qui remettra son mandat en jeu le 24 février prochain. Avec la perspective de possibles tensions, les prochains jours seront très mouvementés, prédit les Échos. Si l'opposition a choisi la confrontation, au fond, c'est que ce n'est pas un choix. Il y a été contrainte. À la page 4 de Libération, Boubacar Camara, qui a lu la déclaration de la conférence de presse d'hier, justifie le plan d'action en préparation, plan d'action qui s'impose finalement au regard des arrestations tous azimuts de militants, la répression féroce des démocrates et combattants de la démocratie, pour reprendre les termes du C25. Pour le collectif, il est maintenant clair que Macky Sall s'entête à mettre en route son plan de réélection au premier tour au lieu d'organiser une élection libre et transparente. Mais pour le porte-parole de l'APR, il est inacceptable que ce qu'il appelle le conglomérat des perdants prenne en otage le peuple sénégalais. L'Alliance pour la République appelle le gouvernement à prendre les devants pour garantir la sécurité publique et la tranquillité des citoyens, ce pour un déroulement normal de la campagne électorale ainsi que toutes les opérations électorales, y compris l'expression libre du suffrage le 24 février. Et comme pour Nargué, Abdoul Mbaye, Idrissa Seck, Mamoudou Diop Decroix, Malik Gakou et les autres, Seydou Gueye et son camp tiennent à rassurer militants et responsables que le candidat de Benno Bokk Yakaar déroulera sa campagne à l'échelle des 45 départements du Sénégal. Dans Source A, Mbaye Niang répond que la mouvance présidentielle qui ne se laissera pas faire, vraiment pas du tout, que la mouvance présidentielle donc va faire face. Le ministre du Tourisme de relever qu'ils avaient dit que Karim Wade ne sera pas arrêté et emprisonné. Il l'a été de même que Khalifa Abubakar Sall. Plus loin, c'est un Mbaye Niang qui joue peut-être à faire peur lorsqu'il annonce avoir procédé au recrutement de gros bras enclins à lapider tous ceux qui éprouveront le malin plaisir à s'en prendre à la caravane de son patron. Et pendant que le collectif des 25 faisait face à la presse à Dakar, Macky Sall était à l'inauguration du pont de Farafenni. À l'inauguration, ou plus exactement, inauguré un rêve devenu réalité, pour citer Libération. Inauguration avec son homologue Adama Barrow de la Gambie. Nous sommes réunis par l'histoire, unis par la géographie, par les liens du sang et par un destin commun. Ensemble, nous avons travaillé avec le soutien de la BAD pour réaliser un vieux rêve, se félicite le président de la République du Sénégal à la page 5 de Libération. Les confrères qui s'intéressent à une toute autre actualité, l'arrestation de l'un des chefs mafieux les plus recherchés en Inde. Soulia Poujari, au cœur de plusieurs cas d'extorsion sur les stars de Bollywood, tombe à Dakar. Selon Libération, il a été intercepté par le bureau central de Interpol avec l'appui de la division des investigations criminelles du Sénégal. Sur le front social, un décret signé en catimini et fixant une indemnité de représentation médicale de 200 000 francs au profit des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes militaires, une indemnité au profit exclusivement
l'emploi de ces derniers, écrit Source A, et c'est tout l'enjeu. Oui, le journal constate que Ande Guessem a été zappé dans ce texte signé le 4 janvier dernier et non encore publié au journal officiel. Possible tension en vue donc, semble conclure Source A, qui rappelle que l'Alliance des syndicats de la santé avait récemment mis le gouvernement devant ses responsabilités en soulignant que même si la hache de guerre est enterrée, chacun se souvient de là où il a enterré la sienne. Pas besoin de hache pour terrasser Modulo, juste de la force et une bonne stratégie peut-être. Pour ce combat annoncé pour juillet, Eumeu Sène encaisse 160 millions, titre Sunu Lamb à sa une ce mardi. Sunu Lamb qui se demande par ailleurs si le mythe Modulo ne se serait pas effondré après sa défaite face à Balla Gaye 2. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Les 4 pêcheurs guet-ndariens retrouvés morts au Cap-Vert ont été inhumés ce matin. Leurs dépouilles sont arrivées cette nuit au Sénégal et le porte-parole de leur famille demande le départ du ministre de la Pêche, Oumar Gueye, qui n'a fait aucun effort dans les recherches des corps en pleine mer. D'après lui, drame des 6 pêcheurs mbourois qui ont péri en mer. Leur pirogue a été finalement retrouvée à Mbour et non à Diffère. En politique, l'opposition s'organise pour faire face au pouvoir après l'invalidation de nombreuses candidatures de certains leaders issus de ses rangs. Le C25 prévoit une série de manifestations. Ce vendredi, c'est Saint-Louis qui va donner le ton. Et après la sortie des ténors de l'opposition dans un communiqué appelant à la résistance, le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar explique son état de choc pour Aïmérou Gning. Le C25 se trompe d'époque. Avec cette situation préélectorale très tendue, la société civile envisage de rencontrer les acteurs du pouvoir et de l'opposition. Actualité internationale, l'Italie réclame des sanctions contre la France. D'après Rome, Paris approuverait les pays africains. Et en sport, l'équipe de karaté du Sénégal ne prendra pas part à l'Open de Paris. C'est selon son capitaine. La raison est la non-réception des billets d'avion à 4 jours de la compétition. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insa Sec, réalisation Mohamed Kandji, Colossissé était à la vidéo. La suite, Salim To, 2-19, Dialgati Fibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Lam ya gumor daya